Hey, bonjour tout le monde, c'est ma thérapie de la semaine. Mardi, j'en ai bien besoin. J'étais un peu tanné de troller le péquiste. Fait que... Fait que tu viens avec moi. Ah, mais toi, t'es pas un vrai péquiste. C'est pas pareil. C'est toi qui insistes depuis des semaines que je suis un péquiste. Non, mais là, tu montes en respectabilité sociale dans ma tête, là, présentement. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, t'es vraiment un souverainiste respectable. Bon, mais en Qu'est-ce que fait, j'ai si fait tous les récemment? souverainistes étaient comme Vincent, ça ferait longtemps qu'on aurait un pays. En tout cas, moi, j'aurais voté oui. Oui. Ben, t'as rien fait, c'est juste les autres qui sont débiles. OK, fait que je me suis pas amélioré, c'est juste Non, que le contraste est plus évident. Tu te distances naturellement du lot. Écoute, je capote. Non. Mais en même temps, non, c'est ça. Je pense que c'est important de changer de sujet, des sujets plus intemporels. Parce que la politique québécoise, c'est un freak show. C'est vraiment un freak show. Le courant de la politique, comme on le disait plusieurs fois dans l'émission, c'est mieux de consommer des choses intemporelles que les stupidités temporelles avec lesquelles on doit souvent composer. Sauf que moi, je suis obligé de faire des affaires temporelles parce que je fais comme un podcast d'actualité. Non, je comprends, mais tu sais, moi, je suis un élitiste qui vit dans sa tour d'ivoire, donc j'ai pas de problème. Fair enough. That's it. Fait que, écoute, gros procès aux États-Unis, tellement gros, en fait, qu'il y a une série de podcasts qui a été faite, disponible sur Apple, notamment, probablement Spotify. C'est le procès de Stein, je m'étais dit que j'allais dire Stein et Michael Mann, quand même assez important, procès de diffamation. Moi, j'ai lu un article dans la presse qui disait que un complotiste avait perdu son procès. Il y a tellement... Mais tu vois, en fait, quand je vous ai proposé le sujet, il y avait comme plusieurs trucs que j'avais vraiment envie de dire, puis ça va montrer à quel point ça va revenir un peu sur le point qu'on faisait la semaine passée quand on parlait des experts, puis comment souvent les experts perdent le nord à cause de la politisation des débats. Écoute, puis je me rappelle même que tu nous as dit, dans ce process-là, comme tel, tu avais parlé à beaucoup de gens en droit, puis tu étais pas mal sûr que Stein n'aurait pas de problème. J'étais vraiment convaincu que s'il y avait une victoire pour Mann, ça allait être genre des dommages symboliques de 1$. Le chiffre qui est donné m'a vraiment surpris. Ça a été combien finalement? 1 million en dommages punitifs. Donc, pas en dommages compensatoires, en dommages punitifs. Le dommage punitif était, je pense, de 1$ symboliquement, mais le dommage punitif était plus élevé. Maintenant, est-ce que ça va être renversé sur appel? De ce que je comprends de Jonathan Adler, qui est un juriste qui écrit à Volok Conspiracy, qui est comme un blog d'avocats, il a l'air de dire qu'il y a des très bonnes chances que ça soit renversé sur appel. Mais c'est pas la partie que je trouve vraiment la plus intéressante là-dedans. Fait que, juste pour les auditeurs, on devrait me faire une petite sorte de détail de c'est quoi, là. Michael Mann, c'est un climatologue qui est connu pour avoir créé le hockey stick. Le hockey stick veut, et c'est vraiment important, j'ai vraiment pris le temps de penser aux mots que je dois dire pour que ça soit 100% précis, c'est l'idée qu'il y a très peu de fluctuations naturelles dans le climat avant 1800. Donc, quand tu regardes la tendance, c'est une flat line. Avant la révolution industrielle. Là. Avant la révolution industrielle. Comme un bâton de hockey. Puis après, ben, tu as la palette du bâton qui commence à piquer, mais qui pique très vite vers le haut. C'était ce qu'il était connu pour avoir fait en assemblant exactement ce graphique-là. Pas exactement lui, ça c'est une reconstruction d'une autre personne. C'est ça, c'est des reconstructions, mais c'est essentiellement le même esprit. Là. Exactement, c'est la même idée, c'est qu'il y a un gros pic à partir de 1800 et pour faire ça, il a utilisé plusieurs types de données. C'est ce qu'on appelle du proxy data, c'est-à-dire que tu te sers de d'autres sortes de données pour essayer de faire une approximation des températures dans le passé, que ce soit tree rings, donc les anneaux sur les arbres, je ne sais pas c'est quoi en français, mais tu peux savoir un peu en fonction de la distance, la longueur des saisons. Tu peux avoir
des tiges de glace, avec la profondeur des tiges de glace, tu peux avoir la concentration de carbone, puis tu peux savoir à combien de temps dans le passé ça remonte. Tu peux recréer un historique des températures. 2003, il y a 2 chercheurs, Ross McKittrick et Steve McIntyre, qui montrent que le traitement des données était un petit peu Piketty. Non, c'était plus. Piketty, c'était sloppy. L'autre, c'était sur un choix de méthodologie qui était très. Honnêtement, c'est un truc en statistique qui s'appelle Principal Components Analysis que les économistes, on ne se sert pas parce qu'on n'en a jamais besoin à cause qu'on fait des régressions. Mais ça ressemble un peu philosophiquement à ce qu'une régression est supposée faire. Mais il y a un long débat autour de ça, puis c'est un débat de théorie statistique. Ça sort. Ça montre que finalement, la courbe n'était pas aussi plate avant 1800. Okay? C'était ça la discussion. Mais là, c'est là que le personnage arrive. Mark Stein et un autre gars qui s'appelle Rand Samberg ont commencé à écrire que les données étaient trafiquées, que Michael Mann était malhonnête. Et ils ont commencé à dire ça et ce qui a fait déborder le vase, si on se souviendra, dans les fin des années 2000, là, de la première décennie, il y avait eu un gros scandale d'abus sexuels à l'Université de la Pennsylvanie avec le coach de l'équipe de football et que c'était connu par Penn State. C'est ça. Penn State, c'était connu que l'administrateur de l'université était un pédo. Le coach était un pédo et les administrateurs de l'université, plusieurs d'entre eux savaient depuis plusieurs années, ils n'avaient pas agi. Et ils avaient cover-up pour le coach. Et donc, Mark Stein écrit, si l'université était prête à faire un cover-up pour son coach étoile, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas pour leur chercheur étoile en climatologie? Et là, c'est ça qui a déclenché un procès en diffamation qui a duré plusieurs années, qui s'est amplifié avec ce qu'on appelait le Climate Gate email, où est-ce qu'il y a un hacker qu'on ne sait toujours pas c'est qui a sorti les courriels de la correspondance entre Michael Mann et d'autres chercheurs. Et là, tu avais des aspects de comportement qui étaient hautement douteux qui s'étaient produits et le panel qui a été mis par l'université a cleané, à toute fin pratique, a lavé l'éponge sur M. Mann. Et c'est là que Stein écrit est-ce qu'ils font un cover-up comme ils ont fait pour le coach avec cette enquête-là sur son comportement comme chercheur? C'était ça qui était mis de l'avant dans. Parce qu'il y a eu une enquête, hein, c'est ça. Je lisais un article tantôt là-dessus. Là, ça nous dit, dans le fond, le Board of Inquiry, donc dans le fond, le comité de discipline de l'Université de Pennsylvanie, a déclaré qu'ils n'ont pas trouvé d'évidence que Michael Mann a supprimé, falsifié ou trafiqué des données. Mais là, ils disent qu'ils vont se pencher sur est-ce qu'il a violé les bonnes pratiques académiques dans ses échanges avec les autres membres de l'université? Là, on parle de les 375 emails hackés de University of East Anglia Climate Research Unit. Et là, bref, c'est ça, là, c'est ça à quoi tu fais référence. C'était pour amener un petit peu de cette enquête-là. Puis c'est là qu'est partie la diffamation. Quand Stein écrit ça dans National Review, il écrit que est-ce qu'ils ont fait comme avec le pédo? C'est ça la partie qui est importante, c'est qu'il avait l'air d'avoir fait une comparaison avec un pédophile. Stein se fait poursuivre par Mann pour diffamation. Mais en fait, c'est pas vraiment ça qu'ils font. Moi, d'une manière, tu l'expliques, c'est pas ça. Là. Écoute, Penn State, ils ont cover up une histoire. Est-ce qu'ils ont fait la même chose pour lui? C'est pas l'affilié de la pédophilie. C'est un peu comme si, mettons, il y avait un scandale financier impliquant le Vatican, ce qui est un exemple totalement fictif. Puis quelqu'un disait, ils ont cover up plein d'histoires de prêtres qui avaient des comportements inappropriés. Ils les ont cover up, on a les preuves de ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas la même chose avec des gens dans l'Église qui sont livrés à des malversations financières? C'est la même chose, dans le fond. Oui, mais c'est pas sur ça que la poursuite s'est faite. La poursuite a commencé en 2012, elle vient de se terminer cette année. Donc, ça fait plus qu'une décennie. Michael Mann, qui est sorti là-dedans, puis on va mettre ça sur la table, puis ça, je vais y revenir tantôt, là.
son comportement comme être humain est absolument abject. La manière dont il se comporte à l'égard de d'autres chercheurs est absolument méprisable. J'ai jamais vu, même, tu sais, moi, des fois, qu'il y a des petits élans de comportement, puis j'envoie un courriel à un collègue, je dis, si qu'il me tape ses nerfs, ce gars-là, il me tape tellement ses nerfs, si quelqu'un pouvait y sacrer une claque, je pleurerais pas. Mais lui, c'est des affaires, tu sais, pas des trucs d'impulsion, c'est un comportement assez trash qu'il a montré. Mais mettons ça de côté. Dans la chose, il y a une preuve défense absolue dans des cas de diffamation, c'est la vérité. C'est-à-dire que si tu prouves qu'il a trafiqué les données, c'était suffisant pour passer la cause. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait le plus, c'est qu'au final, quand tu regardes... Ça a été la stratégie de Stein d'essayer de prouver justement qu'il y a eu falsification? En partie. Il y a eu plusieurs aspects. De montrer, par exemple, que Mann ment souvent sur le fait que il prétend qu'il y a eu le Nobel parce qu'il a participé à l'IPCC, au GIEC, qui lui a reçu le Nobel. Donc, c'est un chercheur qui a contribué au Nobel, mais il écrivait sur son site qu'il avait le Nobel. C'était comme un gars qui essayait de se la jouer un petit peu. Puis des trucs. Fait que là, ce qu'il essayait de montrer, c'est que c'était un fabricateur, mais à plusieurs niveaux. C'était sa stratégie. L'autre, c'était de montrer qu'il y avait vraiment eu des dommages. Fait que je suis capable de comprendre l'intérêt du procès. C'est si réellement il y a une tentative de la part des avocats de Stein de faire la démonstration qu'il y a eu falsification de données pour le hockey stick. Stein s'est représenté lui-même en passant. Oui, mais c'est un avocat, lui, je pense. Non. Il s'est représenté lui-même. Ah, ouais. C'est juste un gars qui a une érudition assez impressionnante. Mais il n'a même pas fini son secondaire, je pense. OK. C'est vraiment tout un personnage. Mais l'intérêt du public d'écouter ce podcast-là, d'écouter ce procès-là, en réalité, vient beaucoup de là, probablement, là, de dire, ben écoute, est-ce que la démonstration va être acceptée, va être faite qu'il y a eu des troubles avec les données du hockey stick, autrement dit? Ben, c'est ça qu'ils ont essayé de faire. C'est une théorie grand public acceptée de tous, là, on s'entend. Là. Ben, honnêtement, c'est ça la partie que moi, je trouvais insignifiante. Dans toute la chose qui s'est dit, le débat sur le hockey stick est tellement stupide. Que tu sois Mann ou que tu sois Stein, peu importe qui a raison, c'est littéralement un truc qui ne change rien. Si tu es un bon chercheur, le résultat que tu arrives de ce graphique-là, qui est de prendre les températures sur à peu près 600 ans, ça change fuck all. Fuck all. Parce que la question, c'est est-ce qu'avant, il y avait des grosses fluctuations largement naturelles? Mann dit dans son truc que non. Qu'il y avait des petites fluctuations naturelles puis que le trend était plat. Les corrections suggèrent dans certains cas qu'il y avait un déclin. Puis là, juste pour montrer les auditeurs, là, je vais mettre, si Frank peut me donner le pouvoir de partager... Ben, on s'entend, l'idée derrière ça du hockey stick, ce qui rend ça terrifiant dans la tête de plusieurs écologistes, c'est le trend. C'est tu dis, écoute, il n'y a jamais eu de hausse aussi spectaculaire en aussi peu de temps des hausses de température. Le trend ne s'arrêtera pas. Si rien n'est fait, on va tuer la planète. T'sais, grosso modo, c'est le narratif de peur qu'on entend tous. Là. Écoute, juste pour la cause, là, les deux graphiques là, qui apparaissent à l'écran, il y a deux lignes, là, pour ceux qui sont juste en audio. Tu as une ligne qui est plate, qui est celle de Michael Mann et ses acolytes dans l'article de 1998. L'axe commence en 1400, va jusqu'à 2000. Puis ce que tu vois, c'est qu'il n'y a pas de tendance avant à peu près 1900 dans les températures. Et depuis 1900, il y a une augmentation. La deuxième correction, la deuxième ligne, c'est celle de McIntyre et McKittrick, qui, elle, montre qu'il y a un déclin. En fait, que les températures étaient plus élevées au 15e siècle qu'elles l'étaient au 20e siècle. OK. Mais ça, c'est l'entièreté du débat. C'est est-ce qu'il y avait un siècle qui était plus chaud que l'autre? Oui, mais attends un peu. Tu dis que on s'en calisse. Non, pas tant, Vincent. Là-dessus... Moi, je m'en calisse. Non, mais là tu es dans le champ. Là, parce que d'une manière publique, de la manière que l'information est utilisée, de la manière que cette étude-là est utilisée, le hockey stick de Mann, c'est pour faire peur au monde. Le fait que ce soit une ligne horizontale qui soudainement se met à monter de manière drastique, c'est ce qui fait peur aux gens. Le nouveau graphique est absolument pas terrifiant. Là. Mais tu vois, c'est là qu'un bon chercheur, là, dans la discussion, il n'a pas besoin de cet élément-là.
j'ai pas besoin de faire peur pour dire que le réchauffement climatique, parce que toutes les autres, la question ici, la vraie question, c'est est-ce que la dernière bulle, la dernière augmentation est le résultat de l'action humaine? Sur ça, même si je prends les modèles qui sont les plus sceptiques à l'égard de l'influence humaine, ils prédisent quand même une augmentation du climat qui match avec des observations qui montrent une augmentation de la température. Oui, mais c'est l'affaire, OK? c'est que la résultante, c'est pas que la planète va mourir, c'était aussi chaud en 1500. Attends. Mais tu vois que le graphique, la bataille sur le graphique, c'est pour justifier soit la narrative X ou la narrative Y. Les gens choisissent ce graphique-là en fonction de qu'est-ce qu'ils croient, en fonction de leur idéologie. Ben, en fait, non. Alors qu'au final, la question comme chercheur, la question comme chercheur qu'on a, c'est la dernière bulle. Est-ce qu'elle est causée par l'être humain ou non? Pas affaire à deux groupes. Est-ce que ça justifie mais tu n'as pas affaire à deux groupes de chercheurs. Je veux dire, si le point de débat est entre McIntyre puis Michael Mann, puis il y a un débat d'académique là-dessus, je te donne 100% raison. C'est l'affaire, c'est que le hockey stick n'a pas été utilisé à des fins académiques. Je suis d'accord, mais c'est ça mon point. Parce que Max Stein est dans le débat parce que ce n'est plus académique. Mais tu vois, c'est là mon point. C'est que si tu es une personne moindrement honnête, tu n'as pas besoin du hockey stick. Tu n'as pas besoin même de prendre position sur le hockey stick. Je pourrais être du même opinion que des gens de Greenpeace sur c'est quoi les remèdes au réchauffement climatique et croire que McIntyre et McKittrick ont raison. Je pourrais croire ça parce qu'il n'y a aucune... Mais c'est pas un élément nécessaire. Plus honnête. Ça serait honnête ou pas. L'affaire, c'est que regarde, tu remarqueras que je ne suis même pas en train de faire une position sur laquelle des deux je crois, parce que c'est vraiment complexe leur débat. Pour vrai, j'ai essayé de comprendre. Il y a tellement de layers de qualité de donner des trucs qui sont au-delà de mon skill set comme économiste. Mais l'affaire, c'est que ce que je vois, c'est que tu pourrais avoir tout le monde, toutes les positions qu'ils ont maintenant, n'aurait pas besoin, ne changerait pas si tu enlevais le hockey stick. Tu n'en as pas besoin. C'est ça qui me gosse le plus avec cette affaire-là, c'est que tu peux toujours justifier des mesures pro-mitigation des dommages du réchauffement climatique sans quoi que ce soit de ce graphique-là, sans embarquer dans les guerres de penser que c'est une guerre idéologique. Puis dans ça, c'est ça qui me gosse le plus, c'est que tu vois la politisation de la science. Mais c'est qui en a fait une guerre idéologique là-dedans? Honnêtement, je partirais que les deux se sont amusés entre les deux dans la Non, moi je pense que c'est plus grand qu'eux autres. OK, plus grand qu'eux autres. Je pense que il y a beaucoup de gens qui veulent mitiger le problème du réchauffement climatique que, comme on a déjà dit dans le passé, il y a des gens qui cherchaient un problème aux solutions qu'ils voulaient adopter. Oui. Puis il y a beaucoup de gens que pour eux, ils ont cherché. La raison que le hockey stick est intéressant pour eux, c'est que c'était un outil de simplification rhétorique. C'était pas un outil de vérité. Exactement. C'était pas un outil de vérité. C'est exactement mon point. C'est l'affaire, c'est que pourquoi Max Stein est dans ce débat-là, c'est parce que le hockey stick est instrumentalisé par une tonne de politiciens, par le GIEC, par toutes sortes de gens qui amènent des mesures coercitives, qui amènent des mesures restrictives, réglementaires, pour nuire au développement économique, puis éventuellement attaquer notre modèle social et économique de base, qui est la croissance. Les partisans de la qu'ils auraient attaqué tout le temps anyways. Exactement, ça, je suis 100% d'accord. Seule affaire, c'est que Max Stein, qui veulent intervenir dans le débat pour aller attaquer précisément leur outil de combat, c'est qui est à l'origine de ça? C'est les gens qui ont instrumentalisé l'outil? Ou c'est Max Stein comme tel? Ben moi, à mon avis, c'est tous les gens qui sont coupables là-dedans, c'est tout le monde qui ont instrumentalisé les recherches de Michael Mann pour prouver leur point, faire peur au monde, principalement. Là, je pense que le GIEC est archi coupable là-dedans. Là. Oui, ben, je pense que, et puis il faut se rappeler, c'est quand même une bureaucratie. OK. On dit la même chose, mais je pense qu'on n'a juste pas les mêmes points d'accent. Le point que moi, j'essaie de faire, c'est que rappelons que j'ai plusieurs fois dans le podcast ici défendu l'idée qu'une taxe sur le carbone, c'est une bonne idée. Surtout si tu baisses les autres impôts.
puis que tu peux aussi avoir des mesures où est-ce que tu as moins d'État puis ça aide l'environnement. J'ai aussi dit des choses comme ça, que tu pourrais arrêter de subventionner des cimenteries, puis tu pourrais arrêter de mettre l'électricité en bas des prix du marché. Sauf que qu'est-ce que les politiciens feraient avec tes assertions, Vincent? C'est qu'on couperait juste le bout qui m'intéresse. Je comprends, mais au final, le point que je fais, c'est que puis même quand on regarde les gens qui sont puis c'est peut-être la chose qui m'intéresse le plus. Dans le groupe des méchamment décrits comme les climato-sceptiques, la plupart d'entre eux prédisent une augmentation de la température et ils assignent une importance à l'activité humaine. Oui, le classique de ça, c'est Lombard. Oui. Oui, mais l'affaire, c'est qu'après ça, ils vont dire, ben, c'est quoi la bonne mesure, c'est quoi la bonne approche, puis c'est beaucoup plus nuancé que ce qui est présenté. Mais tu remarqueras que dans ce discours-là, tu n'as pas besoin de prendre position sur quoi que ce soit d'autre que à quel point c'est dommageable. Oui, mais là, l'affaire, c'est ce qui arrive dans tout ça, c'est que l'instrumentalisation de cet outil académique-là a été faite d'une manière totalement disproportionnée du côté des gens qui voulaient amener une coercition au niveau de l'économie, les partisans de la décroissance, on va les appeler comme ça. Et là, il y a une réplique du côté de Stein, et ça, c'est vu comme étant de quoi de vraiment grave. Dangereux. Ouais. Là, ça marche pas, ça. Là, il est insignifiant. Ben oui, il est insignifiant. C'est une personne parmi d'autres. Alors, plus que ça. Ceux qui l'écoutent, c'est ceux qui étaient déjà d'accord avec lui. Ouais. Mais en fait, ça revient au même. Ça revient à la même réflexion qu'on a déjà eue plusieurs fois dans le podcast. C'est que qu'est-ce que vous gagnez à essayer de censurer des discours critiques? Laissez les gens s'exprimer et éventuellement se casser les dents ou peut-être avoir raison si vous n'êtes pas chanceux. Moi, je ne comprends pas, d'un point de vue même de la psychologie élémentaire, là, je ne comprends pas cette fascination-là à vouloir faire de la science, une espèce de discours religieux là, qui descend du ciel, là, révélé, éternel, que dans le fond, les sujets de Sa Majesté n'ont pas le droit de critiquer jamais, de questionner, sinon ils sont des fous, des malades mentaux, des gens qu'il faut enfermer. Non, mais vous ne donnez pas pantoute l'impression que c'est un discours scientifique que vous nous mettez devant les yeux. Vous donnez l'impression que ce sont des dogmes. Et le propre d'un dogme, c'est le fait que tu ne peux pas le critiquer parce que tu es impie, parce que tu es un mécréant. Moi, je veux dire que tu l'as dit, Vincent, là, finalement, c'est un débat de statistiques entre des experts sur une question. Techniquement, je ne suis même pas supposé de savoir que ça existe. Puis que ça change rien sur la question fondamentale. D'accord. Peu importe ce que tu dis, ça change absolument change rien sur la question fondamentale. Mais la raison pour laquelle c'est aujourd'hui dans le podcast, puis que plein de gens connaissent l'existence de ça, c'est que le débat a été sorti de l'endroit où il aurait dû être, ou même il aurait... Et réinséré dans un débat politique. C'est ça, et réinséré... Tu peux pas avoir de discussion rationnelle dans le monde politique. Ben non. Tu peux pas avoir de discussion raisonnée. Tu peux avoir de discussion rationnelle, c'est juste qu'il y a d'autres matrices d'intérêt qui jouent. Tu sais, honnêtement, c'est d'un point de vue de la science puis d'un point de vue de la connaissance, moi, je vois pas ce que ça a de bon d'essayer de transformer la science en religion. Là. Parce que tu envoies le message que, dans le fond, ceux qui ont des trucs à apporter, puis à venir nuancer des affaires, puis à apporter des pierres dans l'édifice du savoir, mais vous avez de quoi à comprendre, c'est que le coût à payer pour ça, ça va être la marginalité puis l'humiliation publique. C'est pas normal, ça. Là. Mais tu vois, c'est là que Michael Mann, c'est vraiment là que je pense qu'il est abject. Dans les affaires de cours, puis c'est plus ça qui m'a choqué, c'est comment il attaquait la personnalité des gens qui n'étaient juste pas d'accord avec lui. Il a été dit que Judith Curry, qui est une géophysiciste de son propre droit, était prof à l'Université de la Georgie, qu'elle avait « She slept her way to the top. She slept with her PhD supervisor. She got the job because she slept with someone. » En gros, il a accusé la fille d'avoir une job parce que... Ouais, promotion canapé. Parce qu'elle était bonne d'un blowjob. Promotion... Il n'a pas dit le mot, mais c'est l'implication. Il a dit aussi dans les courriels qui ont sorti qu'il voyait la poursuite contre Stein et d'autres personnes comme une manière d'attaquer les conservateurs avec qui il n'était pas d'accord, qu'il a dit lui-même de son propre aveu que c'était justement un instrument pour de la politique. Puis c'est ça le danger de politiser des débats. C'est ça le danger d'avoir
l'État et la politique qui rentrent dans la tour d'ivoire, c'est que les chercheurs qui restent après dans la tour d'ivoire, c'est ceux qui voulaient être en politique anyways. Ouais, c'est ça. C'est sûr que pour eux, au final, tu vois, encore une fois, je reviens à ma position à moi. Demain matin, là, tu me dis, on met une taxe de 50$ sur le carbone. Je ne suis pas exactement... faudrait que je vois plus de détails, mais a priori, je suis pas mal d'accord avec cette idée-là. OK? Puis la taxe carbone, là, j'ai un accord théorique complet avec ça. Puis j'ai dit, en fait, que je l'adorerais si on pouvait me garantir. Ta naïveté m'écoeure des fois. Là. Ouais. C'est pas une question de... Tu sais ce que les politiciens font, mais ça. Je sais ce qu'ils vont faire. Je sais ce qu'ils vont faire. C'est pas ça le point. Le point que tu me demandes, comme discussion purement... On internalise les externalités. I know it, man. I know it. Tu vois, on est d'accord? Non! C'est juste que je les trosse pas assez pour s'arrêter là. Je comprends. C'est pour ça que la deuxième chose que je dis, c'est que dans l'univers du réel et du faisable, l'innovation technologique est probablement l'option la plus désirable qu'on a et réalisable qui est sur la table. On devrait mettre tout l'accent et c'est la seule option qui est viable. Il y en a des meilleures qui existent, mais dans un monde de nth best, l'innovation, c'est probablement la meilleure. Oui, parce qu'elle ne vient pas du gouvernement. Ben, donne-leur pas une chance. Hein. Ils vont essayer de t'arrêter ça vite. Hein. Pierre Fitzgibbon, il est prêt. Oui, je fais des batteries. Moi, je fais des batteries. Non, mais même auto. Mais ça reste Vincent que... Mais tu vois, c'est ça, dans Michael Mann, c'est ça qui me sidère, qu'il n'y a personne qui clique là-dessus. C'est que Stein, c'est un nobody pour des gens dans la Tour d'Ivoire qui débattent. Il n'est pas dans la Tour d'Ivoire. Ben, c'est ça, mais on s'en calisse. Puis Mann a été dit, puis ça, c'est le truc d'un ridicule consommé, c'est pour ça que je suis surpris qu'il ait gagné. C'est que quand on lui a demandé, c'est quoi les dommages que tu as eus, il a dit que ses demandes de grant, le taux de réussite avait baissé. Ils avaient baissé pendant une récession. Ils avaient baissé alors que la recherche et le développement aux États-Unis dans cette période-là avait baissé. C'était comme, il n'y avait aucune manière d'attribuer une cause à effet. Il avait juste comparé les 5 années avant avec les 5 années après. D'où le fait que c'est 1$ pour dommages, intérêts. Attends, mais c'est encore mieux. Après ça, il dit qu'il est allé au Wegmans, qui est comme le IGA américain, puis que quelqu'un l'avait dévisagé. Ben voyons. Puis que la personne qui l'avait dévisagé, c'était parce qu'il avait été associé à un pédophile. Il a vraiment dit ça en cours. J'étais là, arrête. Il n'y a personne. Je me fais dévisager à l'épicerie tout le temps quand je parle avec mon garçon. 1 million avec ça, ou quand je suis habillé d'une certaine... Il a vraiment dit ça, tu peux chercher. Écrit Michael Mann et Wegmans, W-E-G. Non, je ne perds pas mon temps à faire cette recherche-là. Sacrément, je peux faire 1 million avec la liste de tout le monde qui m'ont dévisagé dans le vie. Alors, Yvan au Rona, il me regarde des croches. Mais il a vraiment dit ça encore. C'est toutes des choses qui sont on-transcript. Okay? Il y a pas, ça a l'air ridicule, mais des fois, ce que les gens disent en Ginette ou IGA aussi. Ginette, il y a eu Lionel Carman aussi. Lionel Carman au baseball. Oui, Lionel Carman. Et lui, il va valoir cher en plus. Chris, man, que je vais être riche à la fin de la journée. Mais tu vois, mais Michael Mann, dans cette affaire-là, ce qui me sidérait, c'était qu'à quel point il avait l'air d'être un homme que tout ce qu'il voulait, c'est faire de la politique. Qui voulait être un politicien académique. Et ça, c'est dangereux. Puis, on réitère ce qu'on disait la semaine passée ici. La politique n'a pas de place dans le monde académique. C'est pas parce que je pense que le chercheur devrait être noble et au-dessus de la mêlée, c'est parce que tu ne veux pas avoir ces incitations-là importées avec ton comportement. Parce que ça veut dire que, moi, si, mettons, il y a un chercheur de gauche qui dit quelque chose, je ne vais pas l'écouter parce qu'il est de gauche. Ça veut dire aussi que je ne vais pas participer avec lui dans une conversation parce qu'il est de gauche et lui va penser la même chose. Donc, tu réduis la sphère des conversations. Il y a moins de conversations. Il y a moins d'informations qui sont idéologiquement neutres qui sont produits. Donc, il y a moins de connaissances qui sont générées. Et en plus, tu réduis le nombre de personnes qui peuvent participer parce que tu n'es pas en train d'essayer de détendre la discussion. Tu es en train d'essayer de la restreindre. Tu es en train de démocratiser l'université en faisant ça. Tu es en train de la rendre une institution exclusive pour quelques personnes. Tu es en train de détruire la mission. Ça le dit dans le terme, université universelle. C'est de rendre universel l'accès aux connaissances. C'est pas ça exactement le mot, mais il y a un idéal là, d'universaliser la connaissance.
Puis c'est ça qu'on devrait avoir. Puis la politisation de nos débats et d'importer des débats scientifiques dans la politique, puis après ça, que les politiciens se disent, ben maintenant, j'ai le droit de venir participer à ça, puis je vais motiver ça, puis la science, comme si c'était la réincarnation du bon Dieu qui arrive sur une tranche de pain, c'est d'un dégoût, puis tout ce que je voyais dans l'affaire en cours, c'est exactement ça. Michael Mann m'a coûté combien, lui, dans ma vie? Parce qu'il y a combien de gens, de par la peur du hockey stick, de par la peur des changements climatiques, ont instauré des nouvelles taxes, ont instauré des... C'est à cause de Michael Mann, est-ce que je mange au Tim Hortons avec une cuillère en papier, sacrament, ma soupe au brocoli, là? Non, parce que je te maintiens que ce qui est encore plus naïf, c'est que c'est les académiques qui pensent qu'ils ont une influence. Michael Mann est uniquement connu comme chercheur parce qu'il y a des politiciens qui croyaient déjà aux solutions qui venaient aux problèmes que lui leur donnait. Ouais. Je le réitère. Je veux dire, demain matin, là, pourquoi est-ce que les péquistes m'ont demandé d'être sur le rapport d'experts? Parce que ça leur donnait une caution de droite. C'est tout. Les politiciens choisissent leurs experts. Vous pourrez me demander, moi, ce que j'en penserais de leur budget de l'an 1. C'est juste que ce que je leur ai pas dit, c'est que j'allais continuer de leur taper dessus puis que j'allais dire les choses que j'allais dire anyways puis que j'en fais pas de politique. Ils ont oublié de lire les petits caractères. Je m'en calisse de la politique, c'est ça l'affaire. Puis je maintiens, je n'irai jamais en politique. Puis si vous me le demandez, je vous sac une baffe sur la gueule, OK? I do not do this shit. J'ai pas de problème à parler avec des gens de gauche, avec des gens de droite, puis c'est ça que l'université devrait être. Sauf avec les gens de l'IRIS, parce que je parle pas avec des incompétents. Je suis déçu, 31-23. D'habitude, ça vient beaucoup plus tôt que ça dans le podcast. Man, on va se taper une poursuite en diffamation bien vite à cause de toi. Là. On est sur le bord. Là. Oh, ouais. Les gens de l'IRIS sont des incompétents. Man, il va falloir que tu aies démontré ça en cours. Là. Écoute, j'ai juste à prendre n'importe quel article de Francis Veil qui parle d'eux autres, c'est suffisant. À chaque fois, qu'ils sortent de quoi, Francis Veil sort de quoi, puis il leur met d'en face. Puis après ça, tu as la fille de l'IRIS quand elle se fait dire « T'aurais dû prendre la moyenne pondérée, pas la moyenne arithmétique. » Sa réponse, c'est « Ah ben, avoir su. » Ah oui, je me rappelle de ça avec Renaud Brassard. Tu as ta propre admission, tu l'as dit que tu ne savais pas ce que tu faisais, Colin. T'es incompétente, puis assume-le, puis... C'est cute là, que vous êtes des incompétents avec autant d'influence à la place publique, mais vous l'êtes des incompétents. C'est pas parce qu'ils sont de gauche que je les haïs. Je les haïrais s'ils étaient de droite et aussi incompétents. Oh, oui, mais tu sais, Michael Mann, il y a un bout qui ne dit pas dans son affaire, c'est que moi, je veux bien croire là, que sa réputation a peut-être été entachée. Je pense pas. Là. Non, mais... Moi, je pense qu'il a été glorifié avec ça. Oui, mais laissez-moi finir ma phrase. Je veux bien croire que peut-être aux yeux de certaines personnes, son aura, si aura avait, a faibli. Mais ce qu'il ne dit pas dans l'histoire, c'est justement ça. C'est que Chris, aux yeux de d'autres personnes, il a été érigé en icône de la vérité puis en symbole de vertu. Ce gars-là est beaucoup plus populaire auprès des milieux environnementalistes et de gauche aujourd'hui à cause de ce genre de scandale-là, parce qu'il est devenu un icône de celui qui résiste aux pressions des méchants populistes et des complotistes qui veulent s'en prendre à lui. Puis il est allé dans combien de conférences internationales où est-ce que ça fait la file avec des escortes et des jets privés, là, grâce à ce qu'il a fait comme étude? En fait, c'était dans les documents en cours. Parce que quand il soulevait les pertes qu'il y a eu, il ne soulignait pas par contre les gains qu'il y a eu de. Parce que c'est pas comme si. Je veux dire, il y a des preuves d'université puisque tu reçois un peu une portion de ton grant money pour toi comme chercheur, pour te soutenir dans tes activités de recherche, de faire des buyouts, etc., etc. Mais je m'excuse, mais moi, je ne collecte pas de grants parce que ma recherche n'a pas besoin de grants. Les grants, ça vient du privé, hein? Ça peut être privé ou public. Okay. Donc, tu peux... peu importe qui veut financer ta recherche. Honnêtement, je m'en calisse. Dans mon cas, à moi, je fais mes affaires, puis la paperasse administrative pour avoir un grant, à moins que j'ai un projet qui nécessite une numérisation d'une base de données gigantesque, historique. Toi, c'est papier-crayon, ton affaire. Là. Mais généralement, en fait, ce que je fais, c'est que... Non, mais même des fois, tu as des OCR pour reconnaître des vieux textes puis de coder les choses. Quand j'ai besoin d'un truc, ce que je fais, c'est que je trouve un ami qui a déjà un projet,
j'y écris un 200 mots sur comment insérer mes données dans sa requête, puis je deviens un co-investigateur, mais j'ai zéro paperasse à faire. C'est littéralement la règle que je dis à tout le monde. I do no paperwork. I will not do anything. Je m'excuse, la paperasse administrative, je te jure, chaque fois que je dois remplir un formulaire, il y a une partie de moi qui veut tuer quelqu'un. C'est littéralement, je ne suis pas capable de faire de la paperasse administrative. Demande à ma blonde à quel point je suis agressif dans la section des impôts, puis dans le temps de remplir mes hosties d'application. Je suis vraiment hyper agressif. J'haïs toute forme de paperasse. Ça n'a aucun sens. Si je pouvais juste... Vincent, on est deux. Hein? Non, là-dessus, je pense que c'est pour ça qu'on a été mis, c'est qu'on a zéro patience pour perdre du temps sur quelque chose qu'on sait que ça ne sert à rien. Quand tu le sens que c'est du make work, là. Quelqu'un qui veut te faire perdre ton temps, là. Oh oui, j'ai d'autres choses à faire que ça. Mais oui, ça de côté, le point fondamental, c'est que Michael Mann s'est détruit beaucoup plus lui-même. En fait, il a gagné beaucoup à cause qu'il était à des conférences, qu'il fait tous les revenus on the side. C'est la même manière d'ailleurs que moi, je fais le plus gros de mes revenus non salariaux de l'université. C'est que je vais donner des speeches. Je donne des fois des sommes. Il y a des gens qui... Je sais. Il y a 2000 personnes qui écoutent le trio, apparemment. Non, le trio, c'est plus 6000. Ben, en tout cas, il y a 6000 sadomaso qui sont prêts à payer un certain montant par mois pour entendre ma voix à raison d'incrément de 2 heures par semaine. Tu vois, il y en a des sadomaso sur Terre. Ben, il y a d'autres personnes aussi qui sont prêtes à payer plus cher que les gens ici. Fait que ce qu'on dit, les auditeurs, c'est que vous avez tout un rabais en vous abonnant à la chaîne de Yann et Frank. En plus, on peut te ridiculiser en ondes. En plus, tu as le droit de m'insulter. Mais lui, ce qu'il dit, ils n'ont pas, et il ne voulait pas mettre ça en Discovery. Combien est-ce que lui a fait de ses revenus? Je te garantis que moi, ce que je fais en proportion de ça, c'est des peanuts comparativement à lui. Aller donner un speech devant des démocrates, d'aller donner un speech dans une chambre de commerce, c'est des frais de 10-15 000. Là. Moi, je demande le billet d'avion si j'ai besoin de le prendre, puis un 500 pour la journée. Lui, je te jure que c'est du 10-15 000. En fait, je suis sûr que si tu vas sur son site web, ses speaker fees sont inscrits. An example fee to book Michael Mann is in the starting range of $7,500 to $15,000. Tu vois, c'est ça. Fait qu'il fait, mais il ne dit pas combien ce qu'il fait avec ça. Il donne rien. Fait que tu sais, il n'a pas mentionné ça en cours, c'était vraiment weird. Mais ce qui était particulièrement choquant, puis ça revient à ce qu'on disait, c'était que dans les courriels qui ont été amenés en Discovery, qui ont été amenés en cours, c'était que lui, tu voyais comment est-ce qu'il se comportait. Attends un peu, y a-t-il un autre Michael Mann? Ils disent Michael Kenneth Mann, c'est-tu lui, ça? Non, c'est Michael E. Mann. Ah, ok, mais c'est ça. Excuse-moi, ce que je viens de dire, c'est pas bon parce qu'il y a un autre Michael Mann. Ben, le nom est assez commun. Mais ce que tu voyais, c'était comment est-ce que, genre, un de ses co-auteurs à lui dit Michael, you have to stop acting this way. No one wants to deal with you because of that. Parce que le gars, il est super combatif, il attaque des gens avec qui il n'est pas d'accord. D'autres personnes qui disent je ne veux jamais travailler avec genre McIntyre parce que Michael Mann va attaquer des personnes qui sont amies avec moi, puis moi, je vais avoir des pénalités académiques. Ce que tu vois, c'est que c'est un personnage politique qui est vil et mesquin à l'égard de gens avec qui il est en désaccord. Je m'excuse, mais ça arrive des désaccords, ça arrive les mesquineries, mais lui, ce qui a probablement endommagé sa réputation, c'est pas Mark Stein, c'est le fait qu'il a laissé libre cours à cette partie-là de sa nature qui est d'attaquer des gens pour des raisons politiques qui ne sont pas d'accord avec lui. Puis qu'au final, puis des fois, il a même attaqué des gens qui étaient d'accord avec lui. Puis c'est juste qu'il faisait ombrage à sa personnalité public, puis tu vois que c'est un politicien. Puis ça revient encore au point. Vous ne devez jamais laisser la politique rentrer dans les débats universitaires. Et si vous êtes un universitaire, vous n'avez pas le droit d'aller faire de la politique. Je pense honnêtement que tu devrais te juger comme une personne que tu as violé une sorte de règle d'éthique si tu es un universitaire qui décide de se présenter en politique. Tu as violé une règle en quelque part. Tu as violé un concept d'éthique de base. Tu ne devrais pas aller en politique comme chercheur. Tu devrais éviter ça. Je ne pense pas que ça fait de toi une mauvaise personne, mais
tu crées une externalité pour tous les autres chercheurs quand tu fais de la politique comme chercheur. Ben, au minimum, si tu le fais, tu mets de côté Oui, OK, si tu enlèves ton chapeau, puis tu ne l'utilises plus jamais, puis qu'après, ça serait Stéphane Dion, en fait, ça. Stéphane Dion est parti, puis il est parti comme faux. Mais c'était un politologue avant, il était prof à l'Université de Montréal en Sciences Po. Ben, une fois rentré, il est reparti. Puis, fine. Ben, tu sais, moi, c'est comme, puis je ne vais pas m'acharner sur lui, je sais que je le prends souvent en exemple, là. Mais tu sais, moi, un des trucs qui me gossait vraiment, c'est quand quand Gaétan Barrette était en politique, puis il était clairement dans un rôle de politicien, là, et qu'on l'avait en entrevue, puis là, on s'adressait à lui, docteur Barrette. Puis on fait toujours référence à ton autorité morale de médecin là-dedans. Il n'est pas dans un rôle de médecin en ce moment. Il est zéro dans un rôle de médecin. Il est dans un rôle de politicien, de ministre de la Santé. Ça ne devrait pas lui donner plus d'autorité qu'il Non, c'est ça. Puis en tant que ministre de la Santé, il ne vaut pas plus parce qu'il est médecin que s'il avait été garagiste ou travailleur social. Ça n'a aucun rapport dans la conversation, tant qu'à moi. C'est juste une manière d'asseoir une autorité morale qui, à mon avis, en politique, ton autorité, là, tu l'assois par tes accomplissements, tes réalisations, pas par ton titre professionnel que tu avais dans ton ancienne vie. Là. Oui, puis aussi, il faut souligner que je crois que c'est pas... It is not proper to wish for power. Ah, ben c'est ça. Là. Puis Yann, il coûte combien, Michael Mann? Là? On l'a-tu? Ben, probablement à cause de la poursuite, on n'est pas capable de rien trouver. Même les vieilles conférences qu'il a faites, tout ça, je ne suis pas capable d'en trouver une qu'on avait un speaking fee ou quelque chose de même. Je ne suis pas si surpris que ça. Là, probablement qu'il a fait un nettoyage de son côté. Là. Mais il est clairement dans une agence de booking. Là. Ça, je l'ai trouvé. Là. Probablement. Oui, puis là, ajouter à ça que très probablement, il pourrait, sans pratiquement aucun effort maintenant, faire une tournée d'école ou d'université dans laquelle des gens vont payer pour venir l'écouter parler de son incroyable combat contre quelqu'un qui essayait de le diffamer, tout ça. Oh oui. La monétisation de la victimisation là-dedans peut être très forte. Puis ça fait. Puis pour les politiciens, moi, ce qui m'écarte, c'est que ça fait partie d'une forme de rémunération qu'on n'est pas capable de quantifier. En tout cas, le commun des mortels n'est pas capable de quantifier ça. Mais tu sais, Al Gore, là, mettons, là, ou Barack Obama, ou peu importe qui, là, ces gens-là, là, leur salaire, c'est pas le salaire de président ou de VP ou de député. Chris, c'est tout l'argent qu'ils ont été capables de récolter après ou pendant par leur autorité. Écoute, regarde juste... Al Gore coûte combien à faire venir en conférence, ce gars-là? Pas 5 piastres. Mais même là, regarde juste les députés de la Chambre des représentants. Soit ils deviennent lobbyistes après, ce qui paye énormément à DC en soi, mais ils ont souvent la capacité après de lancer leur podcast avec Fox ou avec telle autre affaire. Ils deviennent des commentateurs, ils deviennent des animateurs, ils ont leur show. Tu sais, aux États-Unis, c'est juste Jen Penske, je pense. Joe Scarborough. Ouais, Jen Psaki, elle a son propre show. Je te garantis qu'elle est payée plus que quand elle est attachée de presse. Le poste politique est imminemment rémunérateur aux États-Unis. Mais tu sais, le pire, je suis surpris, son affaire de Hockey Stick and Climate Wars, c'est un livre qu'il a écrit, veut pas, là. Crime, il n'a pas l'air d'avoir été vendu tant que ça. Sur Amazon.com, tu as genre 450 reviews, ce qui est tranquille pour un livre de controverse. Un livre qui a une aussi grande controverse autour, ou du moins qui explique une théorie aussi controversée. Probablement, tu as beaucoup de trolls qui sont allés faire des commentaires inutiles. Le rating est correct, honnêtement, il est à 4.4. Ah ouais, ok, d'accord. Mais moi, je suis surpris, je m'attendais à beaucoup de trolls. C'est parce qu'Amazon, il faut que tu aies lu le livre pour commenter. Ouais, faut que tu l'aies acheté. Je pense, ouais. Si tu n'as pas acheté le livre, tu ne peux pas commander sur Amazon. Okay. Mais crime, on est encore devant un cas de gens qui ont utilisé beaucoup sa théorie, mais pas grand monde qui a lu le livre réellement. Là. C'est comme non, je ne suis pas tant surpris. Au début de Kindle pouvait dire à quelle proportion d'un livre les gens avaient lu en moyenne. Ah ben oui, parce qu'ils savent, les gens lisent sur l'application, donc ils savent jusqu'où ils se rendent dans les livres. Ils savent jusqu'où tu t'es rendu. Je me souviens que le livre de Piketty, c'était 2%. Ah. Puis je suis sûr que tu pourrais le trouver sur celui de Mann, sur les Kindle. La proportion de gens qui finissent le livre est absolument, je suis sûr, est très basse. Puis c'est parce que ça revient à ce qu'on dit depuis tantôt. Le fait est que les gens qui ont acheté ça, puis probablement qu'ils ne l'ont pas lu, c'est pas parce que ça devient un livre de référence, c'est probablement parce qu'ils l'ont acheté en fonction de la tribu politique auquel ils sont membres.
Puis, encore une fois, je pourrais accepter toutes les critiques que McIntyre et McKittrick ont faites qui ont justifié la chronique de Stein. Et je pourrais quand même encore défendre une taxe sur le carbone de 50$, une taxe sur le carbone de 50$ la tonne, puis pas voir aucune contradiction théorique, empirique, factuelle entre toutes ces positions-là. Tu n'as pas besoin de ça pour défendre les choses que tu veux. La réalité, c'est que ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui voyaient juste dans ça un outil rhétorique pour simplifier la justification des choses qu'ils veulent. Et de l'autre bord, des gens qui ont vu ça comme un autre outil rhétorique pour tapocher sur les gens de l'autre côté comme étant des malhonnêtes. C'est ça que c'est devenu. Là. C'est ça le hockey stick. The Hockey Stick and Climate War sur Goodreads, je ne dis jamais de la bonne façon. Quand même bien noté, 4.15, 444 ratings. Mais Vincent, hein? Je ne suis pas connu internationalement, moi, là. Mais j'ai 368 ratings pour mon livre. Là. T'as-tu envoyé ta femme écrire 368 fois? Je comprends pas, là. Non, mais c'est un vieux livre quand même. Ouais, mais il a beau être vieux, Frank. Là. Ben, attends. Le livre de Yann, c'est 2017. Climate Wars, c'est 2013. Il devrait en avoir plus. 2012. Fait qu'il doit en avoir plus sur celui du gars que Yann, juste en fonction du temps. Il n'y a personne qui a lu le livre, man. C'est ce que ça me dit. Ouais. Mais probablement que si tu regardes le nombre d'achats, ce qui serait plus intéressant, c'est si on pouvait savoir le nombre d'achats qu'il y a eu total. Puis comparativement au nombre de reviews qui ont été faits. Ça, ça serait un bon indicateur parce que ça te donne une idée de l'engagement. Mettons qu'on garde mes proportions. Là. Moi, j'ai un petit peu moins de ratings, de reviews que lui. Là. J'ai peut-être 70 de moins. Mettons 80%. Moi, j'ai vendu 30 000 livres. Là. Fait que ce gars-là a vendu 40 000 livres à peu près, sa planète au complet. Là. 30 000 livres pour le Québec, c'est bon en Calvados, mais 40 000... De un, je pense que tu es... OK, non, ça c'est son nouveau. Parce qu'il y a un nouveau qui a fait The New Climate War. Lui, il a 894 reviews. Okay. Je cherche sur celui de l'autre. J'ai écrit Copies of Hockey Stick Wars Sold. C'est The Hockey Stick and the Climate Wars. C'est assez tranquille là, sur Goodreads. Je cherche le nombre de copies qui a été vendu. Il doit avoir une idée. Moi, je dis que c'est 50 000 à 100 000 maximum. Pour un livre international. Ça, en tout cas, pour de quoi qui fait une controverse mondiale. C'est pas. Ça serait le fun de pouvoir calculer le engagement ratio. Donc, à quel point ceux qui l'achètent participent, parce que tu présumes que si tu me dis qu'Amazon, 100% des gens qui doivent faire un commentaire doivent avoir au moins acheté le livre, ça veut dire que pour écrire, probablement qu'ils ont lu une bonne partie. Mais si tu as 300 millions de copies vendues, puis il y a juste 400 personnes, probablement qu'il y a personne. Les gens l'ont juste acheté symboliquement. Mais tu sais, s'il y a 400 personnes qui l'ont acheté, puis les 400 ont fait un commentaire, c'est vraiment impressionnant. Ça que, tu sais, je te dirais que j'en sais pas assez. C'est pas scientifique comme méthode, mais c'est moi le feeling que j'ai quand je vois ça. Parce que on est un peu dans le monde du livre, veux pas, là. T'en as publié, j'en ai publié, Joanne en a publié. Moi, je n'ai pas de review. Pour vrai, c'est vraiment pas. Personne qui a lu mon livre. Il est bon, ton livre. C'est pas voulu comme c'est voulu comme un livre de référence. Ben moi, il m'a servi beaucoup dans ma carrière de podcaster puis de chroniqueur radio. Mm-hmm. Ben, j'ai changé la perspective de plusieurs choses dans ma tête, puis ça c'est trickle down theory. Il y a eu un trickle down. Si ça marche. Si ça marche. Mais oublie pas, hein, je suis pas bon pour prendre des compliments. Fait que si tu veux m'insulter, ça serait plus facile pour moi. Tu es tellement élitiste dans ton crise de livre, ça n'a pas de sens. Même tu parles pour que le peuple ne comprenne rien. Non. Tu me demandes une insulte, t'en donnes une, ça ne me dérange pas. Je suis bien plus confortable avec ça. Je suis beaucoup plus habitué à me faire insulter qu'à me faire complimenter. Mon cerveau, là, je le dis à mes étudiants, je leur dis, écoute, do we have questions, comments, insults? I'm much more familiar with the latter. Fait que, tu sais, c'est plus facile pour moi de comprendre. Mais il faut les répéter parce que les gens ne comprennent pas. Vous ne voulez pas de politique dans le monde académique.
vous n'en voulez pas parce que ça réduit la taille de la conversation, ça réduit la capacité à avoir une république des sciences, une république des lettres, dans laquelle tout le monde peut participer à la conversation. Le fait qu'on essaye, la raison que je participe, que j'aime participer au podcast, c'est parce que je suis obligé d'expliquer la recherche, je suis obligé de faire un effort de pédagogie pour la rendre accessible à d'autres. Si Radio-Can m'invitait à le faire, je le ferais aussi parce que c'est ma job d'augmenter la conversation. Oui, ça m'aide moi personnellement parce que ça avance ma recherche, mais en même temps, si je ne réussis pas à la rendre pertinente, puis à la connecter avec ce que les autres font ou de voir ce que les autres font, ben à un moment donné, je vais juste être un élément inutile dans la conversation. L'effort d'élargir la conversation à chaque fois, c'est ce qui fait que l'université devient une partie intégrante de la société comme un véhicule d'information, un véhicule de diffusion de l'information. Si tu amènes la politique là-dedans, tu détruis la mission fondamentale de l'université. Tu me fais penser dans ta mission de faire connaître plus les théories économiques. On est vendredi. On est mardi quand on tape. On est vendredi quand c'est finalement disponible. Shit, je suis en retard déjà à mon meeting. En fait, c'est jeudi soir, c'est vrai. On est rendu jeudi soir pour le trio économique. Ah oui, c'est vrai, tu m'as changé donc, ça. Donc, ta recherche est officiellement publiée avec l'IADM. Oui. Fait qu'on va en parler, on t'a baptême. Qu'est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce que tu as fait encore comme mauvais coup, là? Que des mauvais coups. Que des mauvais coups. Écoute, j'étais sûr que tu t'en allais me poser la question sur le PQ puis la souveraineté. Non, il reste 10 minutes. J'étais sûr, j'étais là comme Yann, il est fâché à cause des souverainistes. Fait que Yann, il va vouloir reprendre là ce qu'il mastiquait au début. Je suis plus choqué. Je regarde Mathieu Bock-Côté qui parle dans le beurre puis que personne n'aime ce qu'il dit. Je me dis non, finalement, ça n'existe pas. Là. Le troisième référendum, il n'est pas là. Fait que on va parler d'affaires vraiment sérieuses. Moi, ça m'a fait quand même un velours. Ça me fait de quoi? Mais ça, parce que quand j'ai vu que hier, ce qu'on jasait un matin, mais dans le podcast, c'est en décalé pour le monde qui écoute sur YouTube, mais c'est pas grave. Là. Que tu vas prendre mon argent? Non, mais c'est qu'il a retweeté un des réponses que j'avais faites à ce qu'il disait. Puis en dessous de son retweet, il y a ses propres followers qui disaient « Ouais, mais il y a quand même un point. » Ça me faisait rire. Je me disais « C'est sûr que non, on en parlera dans Patreon. » C'est ça. On en parle. En gros, l'étude, c'est... On en avait parlé un peu avant Noël parce que c'était ongoing. Oui. Puis ça fait plusieurs fois que j'ai parlé de cette méthode-là, la méthode des contrôles synthétiques, d'essayer d'imaginer un monde alternatif en utilisant des données empiriques pour voir l'effet causal de quelque chose. OK, en français maintenant? Ben, le quelque chose, c'est l'Alberta, dans les années 90, ils ont fait des réformes vraiment radicales. L'Alberta était dans la moyenne des provinces en termes de liberté économique, puis la moyenne de l'Amérique du Nord aussi en termes de liberté économique. En 5 ans, ils ont coupé les dépenses de 32 % par tête de pipe ajustée par l'inflation. En 2 bouteilles de whisky, le bonhomme, t'es pas pire? Il était pas pire. Mais tu sais, un alcoolique au pouvoir, des fois, c'est parce qu'il est trop occupé à boire pour gérer. Ce qui est une bonne chose, soit dit en passant. Ce qui est fondamentalement, je pense, une bonne chose, moi aussi. Mais couper les dépenses, privatiser, couper les impôts, libéraliser plusieurs aspects du marché du travail, c'était un ensemble de réformes absolument. Une bonne cure d'extrême droite. Ben c'est ça, là, de la méchante austérité. La vraie austérité. Ouais, écoute, sérieusement, pas l'austérité comme Philippe Couillard s'est fait accuser de faire de l'austérité, alors que ce qu'il a fait, c'est de dire que les dépenses vont augmenter à la même vitesse que la population. L'autre, il les a baissées, OK, relativement à la population. Fait que, tu sais, si tu veux te faire une petite switch d'austérité, Ralph Klein est pas mal plus extrême que. Ben, ce qu'on a regardé, c'est OK, si l'Alberta était resté comme toutes les autres provinces, qu'est-ce qui se serait passé sur la mobilité sociale? Ça, c'est le contenu d'un podcast qu'on vient de faire là, vraiment pas longtemps. On était resté dans des termes généraux, mais là, tu es rentré vraiment plus en détail avec cette recherche-là de l'IADM. Ouais. Y a-tu du monde qui sont morts dans la rue? C'est toute l'Alberta est morte. Il n'y a personne dans l'Alberta. Il n'y a plus de le bas 10%. Le bas 10% de l'Alberta, le plus pauvre des 10, ils ont tous disparu. Est-ce qu'il y avait encore des orthopédagogues? Parce que... Pourquoi? Là, ce qui me gosse, c'est que tu m'as interrompu dans ma joke. Ils ont tous disparu dans des niveaux de revenus supérieurs. C'est...
Fait en gros, ce que j'ai regardé, c'était si le bas de 10%, l'effet causal des réformes. Fait que pas juste l'association statistique. Là. S'il n'y avait pas eu les réformes, combien de gens seraient encore dans une situation inférieure? Ce qu'on trouve, c'est l'effet est absolument gigantesque. Je vais retrouver l'espèce de résumé parce que je l'ai envoyé dans le trio, puis je ne pensais pas que Yann allait me le sortir pour qu'on en parle, mais ça me fait plaisir. Fait en gros, sur la mobilité par période de 5 ans. Donc, c'est quoi l'expérience que tu as sur chaque 5 ans? À la fin des réformes, la personne avait. Si ton gain de revenu avait été, disons, de 200% sur 5 ans, la personne qui était dans le bas de 10%, ben 73 de ces 200%-là venaient des réformes directement. Combien de personnes ont eu une augmentation de plus que 50%, de plus que 200% de leur revenu sur 5 ans? Fait que ça veut dire que sur le 5 ans, ton revenu, pas juste qu'il a augmenté de X en moyenne pour le 10%, c'est quelle proportion de ceux-là ont eu une augmentation vraiment comme wow! Ben, la proportion, c'était 60% avaient une grosse augmentation, mais il y avait un 12 de ces 60-là qui étaient additionnels grâce aux réformes. Combien de déciles? Fait que là, si tu es passé, disons, du plus bas décile à, disons, le 3e décile, fait que tu es passé du bas 10% à être entre le 30e, être entre 30 et 40% dans la distribution. Fait que tu es genre plus proche de la classe moyenne, en gros. Ben, la proportion a augmenté massivement, à peu près 1/3 de l'augmentation de ce qui est observé dans la période. C'est à cause des réformes. Les effets sont gigantesques. C'est vraiment un gros choc sur la mobilité sociale positif. Puis, c'est un papier que j'ai écrit avec Justin Calais et Alicia Plemons. On ne résume pas tout dans l'étude de l'Institut parce que l'étude de l'Institut, c'est supposé être un résumé de notre article. On coupe ça de toutes les manières différentes. On essaie de voir s'il y a quelque chose qui tue nos résultats. Il n'y a rien qui tue nos résultats. Il n'y a rien. Les réformes, il n'y a aucun signe que les réformes vont empirer les choses. Systématiquement, ils ont soit eu, dans certains cas, donc sur la mobilité de très court terme, il n'y a pas l'air d'avoir d'effet. Donc, sur la mobilité sur une période de 1 an, mais sur des périodes plus longues, il y a des effets. Mais même quand tu n'en vois pas d'effets, ce n'est pas des effets négatifs, c'est qu'il n'y en a pas. Fait que ça n'a pas nui à ces gens-là. C'est ça que ça veut dire. Ça n'a pas aidé non plus, mais ça n'a pas nui relativement au reste. C'est-à-dire qu'ils ont aussi bien performé qu'ils auraient autrement performé. Fait qu'il n'y a pas d'effet négatif. Et ce qu'on trouve, c'est genre, je pense que le chiffre qu'on a dans l'étude, c'est 83% des estimés qu'on fait sont tous positifs. Le reste, ils sont tous non différents de 0. Oh, c'est assez clair que les réformes étaient hautes. Puis le 17% pour vrai, c'est des choses. Mais c'est tout le pétrole. Ben, justement, la méthode qu'on utilise permet de tenir compte de ça. Puis, même si j'en tenais pas compte, en fait, quand on n'en tient pas compte, les résultats sont plus forts. Mais je ne comprends pas pourquoi je ne devrais pas en tenir compte. Le pétrole est une ressource naturelle qui peut être exploitée et créer de la richesse. Et je suis sûr que la personne dans le bas de 10 travaillent là. Il y a juste ici qu'à avoir des ressources rentables, c'est une mauvaise nouvelle. Oui, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, le gars qui est sorti du bas de 10%, je suis sûr que si tu lui dis ça, c'est comme why? Tu sais. Oui, y compris des First Nation members. Non, lui, il haït le pétrole comme faux. Hein. Mais je ne comprends pas pourquoi je ne devrais pas tenir compte de ça, surtout qu'une des réformes que Klein a faites, c'est qu'il a libéralisé un peu le secteur de l'énergie en Alberta. Puis ça a contribué au boom. Mais il y a d'autres choses qu'il a faites. Non, mais c'est la réflexion du petit Québécois quand il dit des affaires de même. C'est ouais, mais c'est facile quand tu as le pétrole, Vincent. Ben oui, ça serait facile aussi pour le Québec. On a l'hydroélectricité. Puis ça fait depuis 1962 que ce que vous décidez de faire, c'est de le donner presque gratuitement à des alumineries qui ne créent pas de job anyways en région ou de le mettre en bas du prix du marché. Comme ça, on ne l'exporte pas vers les États-Unis. Ou de pire, on l'exporte vers les États-Unis en bas du prix du marché. Ah, ben là, c'est encore mieux, ça. Ça, c'est vraiment brillant. Tu sais, je veux dire, cet argument-là, là,
le Québec a toutes les capacités de devenir une société beaucoup plus riche que ce qu'elle est présentement. Mais on a des gens, et ça, c'est à cause du cadre fédératif canadien, ce qui devrait dire qu'on est en train de se préparer au Patreon. Le cadre fédératif canadien donne des subventions aux politiciens québécois pour adopter des politiques anti-croissance parce qu'ils ne payent pas le prix électoral d'être anti-croissance et ils ne payent pas le prix électoral de proposer des dépenses qui seront fondamentalement payées par les Albertains. C'est ça, je l'ai dit. Écoute. Petite ligne souverainiste à la fin, me faire chier Yann. Don't care anymore. Non, je sais. Mais j'essaie. Il faut que j'essaie. Non, mais on est des gens bons joueurs, pareil. Moi, Yann, on a. Comment je dirais ça? On a dit c'était quoi le deal. Il est simple le deal. C'est présentez-nous un projet qui me démontre qu'après, je serai plus libre qu'avant et je signerai au bas de la feuille. Ah, puis même mieux que ça, Frank, on lui a préparé un focus group. Check, j'ai été intelligent. Oui. J'ai fait la job pour eux autres. Croyez-vous que le PQ est capable d'écrire la Constitution du Québec en s'assurant que vous soyez plus libre par rapport à ce qu'on retrouve dans la Constitution canadienne? 83% des gens n'y croient pas. Écoute, ils savent déjà c'est quoi qu'ils doivent faire pour les 2 prochaines années. En direction du pays, nous devons remonter la côte. Il faut convaincre les gens qu'ils seront plus libres avec nous. Ben, c'est pas mal ce que tu avais dit, Vincent. Vincent, tu l'avais dit dans le propre rapport que tu les as donné. J'imagine qu'ils ne l'ont pas lu. Là. Mais, non, probablement pas. Ce qu'ils voulaient, ben, en fait, il s'en crissait un peu du rapport. Là, non, je sais qu'ils l'ont lu. Je pense qu'ils ont juste décidé de... C'est pas la partie qui est le fun à mettre de l'avant. Il y a eu un brain fart rendu à ce bout-là. Là. Mais, bref, en tout cas, on en glissera mot dans la partie Patreon. Bon, on voulait aussi parler on n'était pas dedans? Non, on y va. Là, mais là je viens de faire un pet avec ma bouche là, dans le Patreon. Non, c'est pas grave. Là, je mettrai un bip ou un vrai bruit. C'est correct. Je vais présumer que tu es en train de citer une étude de l'IRIS. Ben, en tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à Patreon, prenez pour acquis que des fois, on fait des pets avec nos bouches dans Patreon. C'est ça.